Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Gilles Laroche, directeur du musée de l'Auberge Sims. Je vous souhaite la bienvenue à nos conférences mensuelles que nous avons décidé de vous offrir virtuellement par l'intermédiaire de notre page Facebook en direct du musée de l'Auberge Sims. Le thème de notre conférence ce soir, un sujet de l'heure, la grippe espagnole de 1918-1920 et notre conférencier Roger Blanchette. Une petite précision avant de débuter. Vous verrez durant la diffusion des gens qui sont sur place. Ce sont des volontaires qui ont gentiment accepté de participer afin que Roger puisse parler à des personnes plutôt qu'à une caméra. Alors, bonne soirée et revenez-nous en octobre pour notre prochaine conférence qui portera sur la crise d'octobre 70. Bonjour, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont ici aujourd'hui, puis à ceux qui nous regardent de chez eux. Donc, le sujet ce soir, c'est la grippe espagnole. C'est probablement, dans la mémoire collective, c'est probablement, en tout cas ici au Québec, une des épidémies, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, mais une des épidémies qui a le plus frappé l'imagination. On connaît, pas directement, mais par exemple, moi, je ne l'ai pas vécu, je n'étais pas là en 1918, mais quand j'étais enfant, j'en ai entendu parler, je ne sais pas combien de fois, par mon grand-père qui a vécu. Mon grand-père avait 20 ans en 1918. Donc, puis dans toutes les familles, je pense qu'il n'y a pas une famille qui a été épargnée. Mais c'est la plus connue, mais il y en a eu d'autres. Là, je ne ferai pas une histoire de toutes les épidémies qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, ça serait long un peu, là. Mais jusqu'au 19e siècle, la majorité des épidémies qu'il y a eu, il y en a eu, et Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs, là. Par exemple, il y en a eu une dans l'Empire romain qui a tué 50 de la population. Il y en a eu plusieurs au Moyen Âge. Celle qui est la plus connue, bien sûr, c'est la Grande Peste de 1347, qui a tué au moins 200 millions de personnes. Okay? 200 millions de personnes. Juste donner une idée, cette épidémie-là, la Grande Peste, juste pour l'Angleterre, 70 de la population a été tuée. Ça, c'est juste pour l'Angleterre. En Chine, c'est la moitié de la population qui a été tuée. Donc, c'est vraiment la pire de toutes qu'il y a eu. Là. Puis après ça, il y en a eu le 17e, en Amérique aussi. Les maladies apportées par les Européens ont tué 90 de la population. Il y avait 100 millions d'habitants quand les premiers Européens sont arrivés. 50 ans après, il en restait 4 millions. C'est 90 de la population. On n'écrit pas ça dans les livres d'histoire, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, puis il y en a eu d'autres après. Par exemple, ici au Québec, si on se ramène au Québec, au 19e siècle, il y a eu plusieurs grandes épidémies de typhus, notamment. Et là, au 19e siècle, on commence vraiment à parler de pandémie. Vous connaissez la différence entre épidémie et pandémie, là. Épidémie, c'est plus localisé. Okay? Comme par exemple, une maladie qui aurait juste au Québec, ça serait une épidémie. Mais une pandémie, c'est à l'échelle de la planète. C'est à l'échelle de la planète. Donc, une des plus connues, au 19e siècle, il y a eu plusieurs pandémies de typhus qui a touché le Québec très fortement. Il y a eu la fameuse pandémie aussi de choléra, qui a tué des millions de personnes sur la planète, et plusieurs ici au Québec. Notamment ici, les Irlandais qui sont arrivés après la famine de la patate, là, ont emporté ça. Mais on ne parle pas d'épidémie de grippe. Toutes les épidémies dont je viens de parler, c'est la peste, le typhus, le choléra. Pourtant, la grippe, elle existe probablement depuis très longtemps, là. Mais c'était comme une maladie, je dirais, normale, entre guillemets, où, oui, comme à chaque année, il y avait sûrement quelques décès, mais ce n'était pas considéré au même titre que la peste, le choléra, etc. C'est seulement à partir de la fin du 19e siècle que là, on commence à avoir des pandémies de grippe, pas juste des épidémies, mais des pandémies, puis d'une très grande, très haut taux de mortalité. Ça commence à partir de 1890, la première. Puis, notamment, celle-là a fait beaucoup de morts au Québec. Okay? On l'appelle la grippe russe. En passant, quand on dit la grippe russe, chinoise, quoi que ce soit, là, ça identifie simplement le premier endroit où on a retracé des cas. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'épidémie est née là, mais c'est les premiers endroits où on a, à part la grippe espagnole, là, qui n'a rien à voir avec l'Espagne, ça c'est autre chose. Okay? Donc, c'est ça la grippe russe. Il y en a eu jusqu'à la plus récente, 2009, le fameux H1N1, là, ce que j'appelle la grippe code postale, là, H1N1. Okay? Mais la grippe espagnole reste de loin la pire. Tant qu'on parle de grippe, là, la grippe espagnole reste de loin la pire. Okay? Le nombre de victimes, on évalue, et là aussi, le chiffre minimum, c'est 50 millions de la grippe espagnole, 50 millions de morts, mais ça va jusqu'à 100 millions.
Parce qu'il faut savoir que, faut vraiment situer le contexte là, pour comprendre, d'ailleurs, pourquoi sa gravité était si grande aussi, c'est que, vraiment, le moment où elle arrive, elle commence en 1918. On est en pleine guerre mondiale. On est en pleine guerre mondiale. La guerre mondiale n'est pas finie, là, quand la grippe commence. Donc ça, c'est un facteur qui va jouer un grand rôle dans sa propagation. Il faut savoir aussi que, vous savez que la grippe espagnole a fait plus de morts que la guerre. Hein? Plus de morts que la guerre. En plus de ça, un autre facteur qui va jouer un rôle très important, c'est qu'on est toujours en 1918. L'Afrique est entièrement colonisée par les Européens, surtout les Français et les Anglais. Une grande partie de l'Asie aussi. Ce sont des colonies françaises ou anglaises. Et pour les Européens, ces gens-là, ils ne comptent pas. Fait que c'est pour ça qu'on pense que c'est beaucoup plus près de 100 millions que de 50 millions. Parce que les Français et les Anglais qui étaient installés en Afrique, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de morts en Afrique. Mais les Français et les Anglais ne les comptabilisaient pas parce que c'était juste des Africains. Fait que c'est pour ça que la fourchette, c'est entre 50 et 100 millions, mais on est probablement plus près du 100 millions que du 50 millions. Puis même, vous allez voir ici au Québec aussi, les chiffres qu'ils donnent sont très approximatifs, disons. Approximatifs, on va voir ça. Okay? Donc, la Première Guerre mondiale, donc ça commence, là, je vais commencer par tracer un peu la séquence des événements, parce que c'est important de comprendre la séquence des événements, puis ensuite, on va voir le bilan, justement, qu'est-ce qui en est tiré de ça. Okay? Parce que ça, c'est une autre caractéristique aussi de la grippe espagnole, c'est que ça va amener beaucoup de changements, beaucoup de modifications, ça va amener la création d'institutions qui n'existaient pas avant. Donc, ça va avoir beaucoup de facteurs. Donc, premièrement, la grippe, là, Trump ne sera pas content, mais elle apparaît aux États-Unis. OK? Le berceau, là où le point de départ de la grippe, c'était au printemps 1918, au Kansas. C'est vraiment très précis, là. Puis comme je vous disais tantôt, avant qu'on commence, j'en parlais avec quelqu'un, c'est la première grippe clairement identifiée, là, qui est le résultat d'une transmission de l'animal à l'être humain. Okay? La première. Puis vous allez voir, ce ne sera pas la dernière. OK? Dans le cas du Kansas, c'est des canards. Parce que c'est toujours soit des grippes, c'est pour ça qu'on appelle ça grippe aviaire ou grippe porcine. Parce que c'est par les poulets ou les canards ou les porcs que ça se transmet généralement. OK? Donc, c'est la première qui a été clairement identifiée comme ça, là, la grippe espagnole. On est en guerre, je le répète. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, là, jusqu'en 1917, les États-Unis n'étaient pas en guerre. Okay? Les États-Unis sont entrés en guerre, officiellement, là, sur papier, à la fin 1917. Et là, durant l'hiver 1918, ils ont commencé à entraîner des troupes parce qu'il n'y avait pas d'armée. Donc, ils ont entraîné des troupes. Et l'épidémie a commencé dans un camp d'entraînement militaire. Et c'est ça qui va déclencher tout le reste. Parce que ça s'est apparu, ils ont même identifié le nom du premier. Le nom du premier. Donc, c'était un camp d'entraînement militaire. Et tout de suite après, ces militaires-là ont été les premiers soldats américains qui sont arrivés en Europe. C'est au printemps 1918. Donc, le premier contingent américain qui est arrivé en Europe, c'est lui qui a apporté la grippe. C'est lui qui a apporté la grippe. Ça va se propager aux États-Unis, mais ça va prendre du temps avant qu'on identifie vraiment la gravité, là. Mais à partir du moment où les soldats arrivent en Europe, bien là, ça va aller très vite. Parce qu'on est en guerre. Bon, je n'ai pas besoin de vous raconter la Première Guerre mondiale, là, mais imaginez des millions d'hommes, OK, dans des tranchées, OK, dans des conditions d'hygiène assez minimes, disons, minimales. OK? Donc, le mélange entre les soldats américains, les soldats français, les soldats anglais, les soldats canadiens, tout ce monde-là est mélangé, là. Fait qu'assez rapidement, même assez rapidement, c'est ça, il arrive au mois d'avril, là. Les Américains y arrivent au mois d'avril. OK? Parce que voilà la séquence, là. Il arrive au mois d'avril en Europe. Ça se propage très rapidement. Très rapidement. Mais ça touche presque uniquement les soldats. Mais à un moment donné, il y a quasiment plus de soldats qui meurent de la grippe que de soldats qui meurent par une balle, là. OK? Mais on est en guerre. Qu'est-ce qui arrive en guerre? C'est la censure. On n'en parle pas. Tous les gouvernements interdisent aux médias d'en parler. Donc, ça reste uniquement à l'intérieur de l'armée. Mais ce qui arrive, puis au mois de juin, le taux baisse énormément. Okay? Il y a une diminution des cas, et même les cas qu'il y a sont moins graves au mois de juin. Okay? Au mois de juin. Ce qui fait qu'on baisse la garde un peu. Bien, malgré la garde, on ne l'avait pas, là. OK? Donc, mais les dirigeants pensent que, bon, OK, c'est fini. C'était juste cette période-là. Mais à partir de juillet, août, ça recommence.
Ça recommence. Donc, l'accalmie n'a pas été longue, là. C'est juillet-août, ça recommence. Et pour la première fois, au mois de septembre 1918, les premiers cas arrivent en Espagne. Il commence à avoir des cas en Espagne. Mais l'Espagne, c'est un des rares pays européens qui n'est pas en guerre. Okay? Donc, il n'y a pas de censure en Espagne. Fait que les journaux espagnols vont commencer à en parler. Et c'est de là que va venir la grippe espagnole. Okay? On va lui donner ce nom-là. Okay? Puis le nom est resté, parce que, bon, historiquement, on connaît ce nom-là, là, mais ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Sauf que les Espagnols ont été les premiers à en parler. Les premiers à en parler. Et là, à partir de l'automne, là, à partir d'octobre, novembre de 1918, là, ça déboule. Là. C'est ça qu'on parle de... Ça, la première, la vague du printemps, là, ça s'appelle la première vague. Okay? À partir de l'automne, on rentre dans la deuxième vague. Et c'est celle-là qui va être la pire. Tu sais, bien ça, je ne suis pas un scientifique, là, je ne vous conterai pas d'histoire, là, je ne me prendrai pas pour Donald Trump. Mais historiquement, ça c'est vrai pour toutes les épidémies, OK, à date. Il y a toujours deux vagues, au moins deux vagues, et c'est toujours la deuxième qui est la pire. Et dans le cas de la grippe espagnole, là, ça se vérifie là, vraiment directement. Il va même avoir une troisième vague, mais plus légère. Mais la deuxième va être celle qui a fait le plus de victimes. Donc, à partir de l'automne, on rentre dans la deuxième vague. On rentre dans la deuxième vague. Puis l'automne, vous savez, l'automne 1918, c'est la fin de la guerre. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la guerre se termine? Les soldats sont démobilisés. Okay? Les soldats retournent chez eux. Okay? Retournent chez eux. Et notamment, aux États-Unis, là, le nombre était relativement fixé jusque-là, là, mais quand les soldats vont revenir d'Europe, puis les soldats canadiens aussi, là, ils vont ramener ça ici. Donc, la grippe, elle a fait comme un aller-retour. Si vous voulez. Elle est partie des États-Unis pour aller en Europe, et elle va partir d'Europe pour revenir ici. Elle va se promener comme ça, là. Il faut savoir aussi, puis ça c'est important, j'y reviendrai tantôt, mais on est en 1918, là. Ça veut dire que il n'y a pas d'organismes nationaux comme on a aujourd'hui qui s'occupent de la santé. Okay? Okay. Donc, il n'y a personne qui peut coordonner les efforts. Là. Au niveau public, OK, bien, la radio n'existe pas. OK? La radio n'existe pas. Ou à ses tout débuts, entre au Québec, il n'y avait aucune station de radio à l'époque. Bien, la télévision, Internet, tout ça. Fait que la seule façon de s'informer, c'est à travers les journaux. Okay? Puis, au Québec, si on se ramène au Québec, puis c'est vrai aussi pour d'autres pays, dans une population qui est majoritairement analphabète, bien, l'information, il n'y en a pas, là. Okay. Fait que ça va prendre du temps. On va voir qu'il va y avoir des actions qui vont être prises, mais ça va prendre du temps. OK? Les gens vont ça va prendre, avant que les gens réalisent et qu'ils soient informés de ce qui se passe. Donc, ça revient ici. Okay, ça revient ici. OK. Donc, aux États-Unis. Donc, le sommet est atteint là, en décembre 1918. Décembre 1918, là, on est au sommet. Là. Bon, c'est sûr, au début, c'est les soldats, mais très rapidement, ça se propage dans la population, okay? Parce que quand les soldats reviennent chez eux. Il faut savoir que dans le cas de la grippe espagnole, la mortalité est très, très rapide. Très, très rapide. Mais les gens ne meurent pas de la grippe. Ils meurent de pneumonie. Parce que l'épidémie s'attaque directement aux poumons. Ça provoque une inflammation des poumons qui amène l'épidémie, qui amène la pneumonie. Donc, c'est de ça que les gens vont mourir le plus. Okay? Et ça touche, et ça va être un des faits qui va le plus surprendre, puis qui va un peu déboussoler là, les scientifiques de l'époque, c'est que la grippe, on est habitué, généralement les victimes, parce qu'il y avait toujours des victimes un peu, mais c'était soit les personnes âgées ou les jeunes enfants. La grippe espagnole s'attaque très, très massivement, très majoritairement à la catégorie 20-40 ans. La grande majorité des morts sont des gens entre 20 et 40 ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les soldats vont être si touchés. C'est exactement dans cette catégorie-là. Okay? Et ça va avoir des conséquences, on va voir ça plus loin. Donc là, le nombre de morts explose littéralement. Puis personne ne sait quoi faire. Personne ne sait quoi faire au début. Personne ne sait quoi faire au début. Parce que puis là, bien, à partir de là, ça va se propager partout dans le monde parce que, je disais tantôt, l'Afrique, par exemple, l'Indochine, c'est des colonies françaises et anglaises. Donc, il y a beaucoup de Français, d'Anglais qui vont en Indochine, qui vont en Afrique et qui amènent le virus avec eux.
C'est pour ça qu'on sait qu'il y a eu un très grand nombre de victimes en Afrique, mais c'est impossible d'avoir le nombre exact parce que, comme je vous disais, les Français et les Anglais, ça ne valait pas la peine de compter les morts. Curieusement, le pays qui va être le moins touché, où il y aura pratiquement... Bien, curieusement, je dis curieusement, dans le fond, ça s'explique, là. Le pays qui va être le moins touché, c'est l'Australie. C'est l'Australie. Ils vont être touchés, mais beaucoup moins que les autres. Il faut savoir aussi que l'Australie va être le premier pays à prendre des mesures. Donc, l'Australie, c'est une île. Je ne vous apprendrai rien. Ce n'est pas un scoop. Là. OK? Donc, il y a moins de liens avec l'étranger. Puis, comme je dis, l'Australie a été le pays qui a été le premier, un peu comme la Nouvelle-Zélande a fait cette année. C'était un des premiers pays à prendre des mesures. Donc, c'est pour ça qu'il a été le moins touché. Okay? Donc, ça se propage partout. Et aux États-Unis, notamment, puis je remarque qu'on n'est pas loin, OK? Donc, aux États-Unis. Puis à l'époque, aux États-Unis, c'est vrai d'ailleurs au Canada aussi, on va le voir, c'est vrai pour le Canada aussi, tout ce qui touche la santé, ça relève du niveau municipal. Donc, c'est chaque ville qui prend les mesures. C'est pour ça que ça va être très, très inégal. OK? La ville où il va y avoir le moins de victimes aux États-Unis, c'est Saint-Louis. Parce que le maire de Saint-Louis va imposer ce qu'on appelait à l'époque rester à l'abri, synonyme de confinement. OK? Le maire de Saint-Louis va être le premier, c'est lui qui va lancer cette façon-là de procéder. Et curieusement, c'est la ville de Saint-Louis qui va avoir le moins de victimes aux États-Unis. C'est la ville de Saint-Louis qui va avoir le moins de victimes aux États-Unis. Mais ça se répand un peu partout. Mais c'est comme je dis, c'est très inégal. C'est très inégal d'une ville à l'autre, c'est très inégal d'un pays à l'autre aussi. Ça dépend des mesures qui sont prises. Okay. Et comme je dis, le pic était en décembre. À partir de janvier, février, ça diminue. Parce que, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a jamais eu de vaccin de la grippe espagnole. Là, OK? Donc, la maladie va disparaître d'elle-même. Mais il va y avoir une troisième vague, 1919, début de 1920. Okay? C'est pour ça qu'on dit qu'elle a terminé en 1920. Mais objectivement, là, officiellement, le dernier cas qui a été enregistré, c'est en 1921. À l'hiver 1921. C'était le dernier cas. Mais on considère qu'à partir de l'automne 1920, là, c'est terminé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu trois vagues comme ça. 3 vagues comme ça. C'est quoi le résultat de tout ça? Okay? C'est quoi le résultat de tout ça? Comme je disais tantôt, en passant, là, les scientifiques ne s'en sont pas occupés du tout à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'avoir scientifique, là. On a identifié le virus uniquement en 1950. C'est juste en 1950 que le virus a été identifié. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a déterré des cadavres en Alaska qui étaient morts. On savait qu'ils étaient morts de ça. En Alaska, c'est ce qu'on appelle le pergélisol, là. Ça, les gens en permanence. Donc, on a fait des autopsies sur des cadavres de gens qui étaient morts à cette période-là. Et c'est seulement là qu'on a identifié le virus, à partir de 1950. Okay? Et là, il y a un débat, je ne prendrai pas position parce que je ne suis pas microbiologiste, là, je suis juste un petit historien, là, OK? Mais il y a un débat à savoir si c'était vraiment une grippe. Si c'était vraiment une grippe. Parce que, un mot que tout le monde connaît maintenant, là, un coronavirus, les coronavirus ont été identifiés par la science uniquement en 1930. Okay? Donc, au moment de la grippe, de l'épidémie, on ne connaissait pas ça. Là, okay? C'était identifié par la science uniquement en 1930. Et tant qu'on a identifié le virus en 1930, et comme je vous dis, pas en 1930, mais en 1950, comme je vous dis, là, c'est le débat, là, puis je ne prendrai pas position, mais certains disent que c'était non pas le virus de la grippe habituelle, mais que c'était plutôt un coronavirus. Bon. Puis là, comme je vous dis, je ne sais pas. Mais le résultat est le même, disons. Le résultat est le même. Ce qu'on aperçoit aussi, c'est le taux de mortalité, c'est parce que ça, c'est important aussi. Parce que je vous dis qu'il y a eu entre 50 et 100 millions de morts, mais il y a eu 500 millions de cas. Donc, c'est un pourcentage. Parce que le taux de mortalité normal, entre guillemets, pour la grippe, là, je pense que c'est autour de 1 %. Là. OK? Là, on dépasse les 10 %. Là. Donc, ça, c'est assez important. Ce qu'on s'est aperçu aussi, mais ça, c'est juste des années après qu'on va s'en rendre compte, c'est que, oui, c'est pas tout le monde qui est mort, effectivement, OK? Mais il y a eu des séquelles. Mais ça, comme je dis, ça va prendre plusieurs années avant qu'on s'en rende compte.
plusieurs années qu'on s'en rend compte. Une des séquelles, puis là, on va regarder le Code du Québec, OK? Une des séquelles, c'est que, bon, pour ceux, encore une fois, là, on n'était pas là, ni vous ni moi, là, mais on sait qu'au Québec, dans les années 20, à partir des années 20 jusqu'aux années 40, il y a eu énormément de cas de tuberculose. En fait, la tuberculose, c'est la maladie qui faisait le plus de morts au Québec. On ne construisait pas des hôpitaux, on construisait des sanatoriums. OK? Et encore là, je fais juste donner le résultat des recherches, là, mais selon plusieurs scientifiques, il y a plusieurs études sérieuses qui ont été faites, la prééminence de la tuberculose au Québec dans les années qui ont suivi, ça serait une des séquelles de la grippe espagnole. Une autre séquelle aussi qu'il y a eu, c'est les femmes qui mouraient lors de l'accouchement. Ça aussi, ce n'était pas un phénomène nouveau, là, on le sait, là, mais il y a eu vraiment une nette augmentation des morts périnatales là, suite à ça. Ça, c'est pour le Québec, là, OK? Puis j'imagine que ça doit être comparable ailleurs aussi. D'ailleurs, c'est ça qui peut entraîner, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, là, mais c'est parce qu'il ne faut jamais oublier, il faut toujours combiner la guerre avec la grippe espagnole. OK? Pour les gens qui l'ont vécu, là, nous, on fait la distinction, là, mais pour les gens qui l'ont vécu, c'est 10 ans, il faut presque 10 ans, là, de 1914 à 1920, là, 6 ans, des millions et des millions de morts. Là. La Première Guerre a fait au moins 40 millions, puis la Première Guerre n'est même pas terminée qu'on commence à rentrer là-dedans, qui fait entre 50 et 100 millions de morts. Les gens qui vivent à l'époque, là, ils ont l'impression de vivre la fin du monde, littéralement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les témoins de Jéhovah ont été créés à ce moment-là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, au Québec, c'est un des effets qu'on a eu. Puis là, on ne peut pas identifier la cause, mais c'est la combinaison de tout ça. Au Québec, dans les années 20, on a eu ce qu'on appelle la grève du ventre. Les femmes ne voulaient plus faire d'enfants. La natalité a baissé d'une façon draconienne dans les années 20, parce que, on peut comprendre, là, il n'y a personne qui avait le goût de mettre des enfants au monde dans ces conditions-là. Là. Donc, ça fait que c'est un facteur qui a joué sûrement là-dedans aussi. Puis ça explique un peu les années folles aussi. Les années 20, on pense toujours des années folles, la libération sexuelle, bon, les femmes, bon, tout ça. Mais on peut comprendre. Après avoir vécu la guerre, puis ça, là, qu'est-ce que tu te dis? Le temps qu'il me reste à vivre, je vais en profiter. OK, on va avoir du fun. OK? Tu sais, ça s'explique tout ça, là. Ça s'explique tout ça. C'est tout relié ensemble, ça. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça se termine en 1921. Officiellement, le dernier cas, en 1921. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce que la science n'avait pas les données pour ça. Comme je disais tantôt, il y avait très peu de moyens de communication aussi. La santé, ça relevait du niveau municipal. C'est intéressant de faire un peu faire le tour et de voir c'est quoi les mesures qui ont été prises. Parce qu'une fois le premier choc passé, là, surtout à partir du moment où les soldats reviennent, bien là, on va commencer à prendre des mesures. J'ai fait la liste des mesures qui ont été prises. Là. Pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement toutes prises en même temps, mais toutes les mesures qui ont été prises, soit à un endroit, soit ailleurs, dans certains cas, plusieurs d'entre elles. Je vous donne la liste, puis je suis sérieux, vous allez voir le lavage des mains, interdiction de se regrouper, confinement, le port du masque, OK, et la fermeture des écoles. OK. Au Québec, on va rajouter une affaire, mais ça, je ne pense pas que ça serait très, très opportun de le faire aujourd'hui, l'interdiction de cracher par terre. Mais c'est intéressant de voir ça, là. Mais bien sûr, c'est appliqué de façon inégale. Parce que ça, c'est un des problèmes aussi. Comment communiquer à l'époque? Les journaux, oui, mais les journaux, la majorité des gens ne les lisent pas. Fait que c'était quoi la voie de communication? Comment le gouvernement ou les autorités, peu importe lesquelles, pouvaient transmettre les directives, faire connaître les choses? Il y avait seulement deux façons. Ce qui se faisait souvent, et ça, c'est partout, là, partout, c'était de mettre des espèces d'affiches qu'on mettait généralement sur la porte de l'église, parce que c'était le lieu le plus fréquenté. OK? Et l'autre façon d'informer, c'était les curés, justement. Puis les curés, bon, disons que leur connaissance scientifique était assez minime, mettons. OK? On va le voir dans le cas de l'Outaouais, notamment aussi. OK? Donc, c'est ça. Fait que les gens, ils ne savaient pas quoi faire. D'ailleurs, les curés, justement, parce que surtout au Québec, on sait que l'Église était très, très présente à l'époque, les curés disaient aux gens, il n'y a rien à faire.
c'est un châtiment de Dieu. Donc, il suffit de l'accepter. C'était vraiment comme ça que c'était présenté, là. Puis même ici, dans le journal Le Droit, dans la région, il y a des articles, les Oblats. Le droit appartenait aux Oblats à l'époque. Bien, les Oblats disaient aux gens, bien, c'est la volonté de Dieu. Payez pour vos péchés. Donc, comme je disais, mais ça varie énormément d'un endroit à l'autre. Puis, bien sûr, je ne vous apprendrai rien. Puis ça, c'est vrai pour toutes les épidémies aussi. Le taux de mortalité est de beaucoup plus élevé dans les milieux défavorisés. Autrement dit, plus tu es pauvre, plus tu vas être malade. C'est ça. Ça, c'est toujours comme ça, là. Et c'est encore comme ça. Et c'est encore comme ça. OK? Donc, ça, c'est la séquence des événements. La séquence des événements. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Bon, il y a les conséquences que je vous ai données, là, mais le monde aussi, de façon générale, va en tirer des leçons. Par exemple, bon, encore une fois, les dates. La guerre se termine en 1918. Une des premières choses au niveau international qui va être faite après la guerre, c'est... Non, le Croix-Rouge existait déjà. Ben, l'ancêtre des Nations Unies, là, c'est au traité de Versailles en 1919, on va créer ce qu'on appelle la SDN, Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, effectivement, là, qui n'a jamais marché, mais c'est pas grave, elle était là. Okay? Et une des conséquences de la grippe espagnole, c'est que, tant qu'on va créer la SDN en 1919, on va créer un organisme relevant de la SDN pour s'occuper de la santé mondiale, okay? Pour coordonner les efforts en santé à l'échelle de la planète. C'est l'ancêtre de l'OMS, si vous voulez, l'Organisation mondiale de la santé, là. Donc ça, c'est une des conséquences parce que ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Parce que l'idée, c'est de faire circuler l'information puis essayer d'harmoniser les mesures. Parce que là, pendant la grippe, pendant l'épidémie, là, peut-être le monde faisait n'importe quoi, là. OK? Donc, ça va être une des conséquences. OK? Une des conséquences aussi, ça va être justement ça en fait partie, là, mais d'améliorer les relations là, entre l'information entre les différents pays. Parce qu'il faut savoir parce que j'ai dit que ça commence à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les épidémies de grippe. Pourquoi? Parce que, comme je disais, la grippe, elle existait avant, là, mais c'était localisé. Mais à partir du 19e siècle, ça va s'accentuer encore plus là, au 20e siècle, le nombre de voyages est en très grande augmentation. C'est pour ça que les épidémies vont se transformer en pandémies de plus en plus. Puis comme je dis, au 20e siècle, là, il va en avoir plusieurs. Parce que juste pour donner une idée, là, je n'entrerai pas dans les détails de ceux-là, mais au 20e siècle, il y a eu la grippe espagnole, mais il y a eu la grande grippe asiatique de 1957, okay, qui a fait des millions de morts aussi. Tu as eu la grippe d'Hong Kong, 1968, qui a fait aussi des millions de morts. Tu as eu le H1N1 en 2009, qui a fait à peu près 1 million. C'est rien de comparable avec la grippe espagnole, là. Mais c'est pour vous montrer que des pandémies comme ça, il y en a eu d'autres, et il va en avoir de plus en plus. Il va en avoir, là, je ne suis pas un prophète, là, mais c'est pas moi qui le dis, c'est tous les scientifiques sont d'accord là-dessus, il va en avoir de plus en plus. Okay. Donc ça, c'est les conséquences organisationnelles, institutionnelles, si on veut. Juste pour le fun, c'est pas le fun pendant tout, là, mais juste nommer quelques personnages célèbres que tout le monde connaît, qui sont morts de la grippe espagnole. Guillaume Apollinaire, le grand poète français, okay, qui est mort de la grippe espagnole. Franz Trump, le grand-père de Donald Trump. Je pense qu'il ne connaît pas son histoire de famille. En tout cas, donc, Franz Kafka, le grand écrivain tchèque que tout le monde connaît, là, son roman le plus célèbre, Le procès de Kafka, je pense que tout le monde connaît ça, là. Donc il est mort de la grippe espagnole. Jacinta Manto. Vous la connaissez sans la connaître. Tout le monde a entendu parler des apparitions de Fatima. Les 3 petits-enfants de Fatima, là. Jacinta, c'était un des 3 enfants de Fatima. OK? Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et Max Weber. Max Weber, il est considéré comme le père de la sociologie, l'inventeur de la sociologie, si on veut. C'est un grand, grand savant allemand. Okay? Puis vous voyez aussi, ça touche tous les pays. Il y a des Français, il y a des Portugais, il y a des Allemands, bon. Okay? Donc, ça a frappé, mettons. Okay? Ça, c'est à l'échelle de la planète. Au Canada puis aux États-Unis.
Au Canada, puis au Québec, je veux dire. À quoi ça ressemble? Au Canada, là aussi, les chiffres sont très difficiles à évaluer. On calcule autour de 50 000 morts au Canada. Bon, pour donner une idée, la population du Canada à l'époque est autour de 10 millions. Autour de 10 millions. Fait que faites juste la comparaison avec aujourd'hui. Bon, le Québec, juste le Québec, aujourd'hui, on a un peu plus de 8 millions. Donc, pour faire une comparaison d'échelle, là, imaginez s'il y avait 50 000 morts au Québec. L'effet que ça irait. Bien, à l'époque, c'était un peu ça, mais à l'échelle du Canada. 50 000 morts, mais à l'échelle du Canada. Sauf que, encore là, le chiffre est probablement, je dirais même sûrement, là, je m'avance, là, mais c'est sûrement, le chiffre est sûrement plus élevé. Parce que, comme je vous dis, il n'y a aucun organisme d'État ou institutionnel qui fait vraiment le décompte, là. Ce qui arrive, c'est que c'est la responsabilité des médecins. Chaque médecin, soit en ville ou en campagne, est supposé d'envoyer un rapport qui indiquait le nombre de morts. On ne peut pas se fier vraiment à ça. OK? D'autant plus que, surtout dans les campagnes, là, il y a beaucoup de gens qui mourraient. Là, puis, parce qu'une des recommandations, surtout qu'il va y avoir au Québec, en tout cas ici, c'est d'enterrer tous les morts en moins de 24 heures. Parce que, justement, on avait peur que ça se propage. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, probablement, parce que même dans les villages, ce qu'on faisait, c'est que, tant qu'il y avait des gens qui mouraient dans une famille, on mettait le cadavre sur la galerie, puis il y a quelqu'un qui passait avec une charrette le matin pour ramasser les cadavres. Parce qu'il fallait enterrer le monde très, très vite, là. Fait que c'est pour ça que le chiffre réel, là, il est très difficile à évaluer. 50 000, ça, c'est un minimum. Ça, c'est un minimum. OK? Puis il y a tout ça, bien, je dis des anecdotes, c'est pas vraiment des anecdotes, là. Parce que vous avez dit que mon grand-père, il avait 20 ans. Mon grand-père me contait plein d'affaires quand j'étais petit, là. Puis, bien, je le croyais pas tout le temps, j'avoue. OK? Pour lui, la grippe, quand il parlait de la grippe, c'était deux choses. Lui, il avait trouvé le remède miracle pour la grippe. Parce qu'effectivement, dans sa famille, lui, là, il n'y a personne qui est mort. Personne qui est mort. Puis pour mon grand-père, la recette, c'est simple, c'est le gros gin. Une bouteille de gros gin. Fait qu'il a continué à soigner jusqu'à sa mort. Hein? Mais le pire, c'est que pour la grippe, c'est vrai que c'est efficace. Ça, c'est autre chose. OK. Donc, le gros gin. Puis, autre chose aussi, puis ça, au début, j'avoue que je ne le croyais pas du tout quand mon grand-père me contait ça. Mais après ça, comme historien, je me suis rendu compte qu'il avait raison. C'est qu'il y a énormément de personnes qui ont été enterrées vivantes. Il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas vous donner de chiffres, là, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été enterrées vivantes. Justement parce que, je dis, il fallait enterrer les morts, là. Fait qu'il n'y avait pas d'autopsie, pas d'embaumement, on se dépêchait à les enterrer. Puis ce que mon grand-père me contait, c'est que, bon, comme lui, il avait 20 ans à cette époque-là, mais après la guerre, tout de suite après, à la fin de la guerre, là, bon, il vivait dans un petit village, dans les cantons de l'Est, Francine, Saint-Georges de Windsor, tu connais ça? OK? Donc, il vivait. Puis la paroisse avait décidé de déménager le cimetière de place. Bon, ça arrivait des fois, ça. Et mon grand-père, comme plusieurs jeunes hommes du village, avait été engagé pour déterrer les morts, pour les transporter dans le nouveau cimetière. Et ce qu'il me racontait, c'est qu'il avait déterré plusieurs tombes où tu voyais que la personne avait gratté pour sortir. Gratté pour sortir. Quand j'étais petit, je ne le croyais pas, là, mais avec les recherches, puis il y a un cas qui est très connu. Lui qui est très connu, ça s'est passé dans un village de Beauce. Ça a été publié dans tous les journaux de l'époque. Tous les journaux de l'époque. C'est justement un cas comme ça, c'est un petit village de Beauce, puis c'est une grosse famille nombreuse. Là. Puis une des filles, à peu près tout le monde était atteint dans la famille. Puis à un moment donné, il y a une des filles qui est morte. Fait que le père, justement, vu qu'il fallait enterrer les morts le plus vite possible, il a tout simplement mis le corps dans sa charrette, il est parti avec son cheval, puis il est allé l'enterrer lui-même dans le cimetière. OK? Fait que là, il a creusé le trou, puis il a creusé un trou à petite pelle, là. Tu ne creuses pas nécessairement 6 pieds, mettons. Hein? OK? Fait qu'il avait creusé le trou pour l'enterrer. Et là, il a déposé le cadavre là. Mais au moment où il déposait le cadavre, un de ses fils est arrivé de la maison, puis il a dit, il y a un autre qui est mort, une autre fille de la famille qui est morte. Fait que là, le père, quand tu as creusé le trou, tu peux pas mettre les deux dans le même, là. T'sais. OK? Fait qu'il est retourné à la maison, chercher l'autre avec sa charrette, et il est revenu pour l'enterrer au cimetière. Et tant qu'il est arrivé avec le deuxième au cimetière, celle qui venait d'enterrer était assise sur le bord de tombe. Je n'ai pas vérifié, là, mais tous les journaux de l'époque ont raconté cette histoire-là.
Mais c'est un fait connu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été enterrés là. Ça arrive souvent, ça, dans les cas d'épidémie, là, où il faut vraiment enterrer les cadavres très vite. Là. Ça arrive. Donc, il y a eu ça au Québec. OK? Et le Québec, il faut dire que le Québec était, je vous dis, il y a eu 50 000 morts là, au Canada, 50 000 morts et plus. Et la province qui a été le plus touchée, c'est le Québec, justement. C'est le Québec qui a été le plus touché. Pourquoi? Ça s'explique très bien. OK? Quand on connaît, encore là, c'est lié à l'histoire. Vous savez qu'entre 1850 et 1930, à peu près, il y a la moitié des Québécois qui ont immigré aux États-Unis. T'sais, en 1918, là, la plus grosse ville francophone en Amérique du Nord était en Nouvelle-Angleterre. OK? C'est tous des Canadiens français là, qui avaient immigré. Ce qui fait que tous ces Canadiens français-là qui vivent aux États-Unis, ce qu'on appelle les Franco-Américains, si on veut, là, il y avait tout encore des liens familiaux avec le Québec, avec leur famille au Québec. Fait que c'était vraiment une habitude de passer d'un pays à l'autre, puis les frontières, là, à toute fin pratique, elles n'existaient pas. Là. Tu passais du Québec aux États-Unis, tu t'en rendais même pas compte. Là, OK? Fait que les gens se promenaient d'un côté à l'autre comme ça. Puis comme il y avait beaucoup de cas dans le nord des États-Unis, le nord-est américain, bien, ça a contribué à propager l'épidémie. Ça, c'est un des facteurs qui a joué, à part de tout le reste, comme dit, il n'y avait pas d'institution, tout ça. Là. Et une des raisons principales aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que, je dis, l'automne 1918, c'est la fin de la guerre. Donc, les soldats canadiens, là, ils reviennent au Canada. Et les soldats canadiens qui reviennent au Canada, ils n'arrivent pas en avion. Ils arrivent par bateau au port de Montréal. Au port de Montréal. Donc, tous les soldats canadiens qui étaient en Europe sont ramenés. Il y en a certains qui vont débarquer à Halifax, là, mais la presque totalité débarque à Montréal. Donc, ça aussi, ça va contribuer à propager énormément. Et c'est ça qui fait que le Québec était la province la plus touchée. Il y a des villages là, qui ont été pratiquement là, complètement décimés. Il y a des villages où il restait à peu près plus personne. Okay. À peu près plus personne. Juste, je parlais de mon grand-père, mais juste un autre ça familial. J'ai pas ma grand-mère, mais parce que bon, en tout cas, ma grand-mère maternelle, je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte avant que je naisse, là, mais mon grand-père s'est remarié beaucoup plus tard. Et j'ai connu la deuxième femme de mon grand-père. Là. Elle avait eu 6 maris. Mon grand-père, c'était son 6e. Elle était dure, mettons. Mais son premier mari était mort lors de la grippe espagnole. Elle venait d'un petit village, là, et son premier mari était mort de la grippe espagnole. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment marqué l'imaginaire, là, cette grippe-là. C'est pour ça que, presque à chaque fois qu'il y a une nouvelle épidémie, on se sert presque toujours de la grippe espagnole comme point de référence. On veut toujours le point de référence. Donc, c'est ça, il va y avoir bien sûr des conséquences énormes. Conséquences économiques, on ne pense pas à ça, là, mais il va y avoir énormément de faillites. Énormément de faillites. Un problème de pénurie de main-d'œuvre. Parce que rajouter les morts causées par la guerre aux morts causées par la grippe espagnole, on va avoir vraiment... Donc, on est en pleine... autrement dit, on essaie de repartir l'économie après la guerre, mais on manque de main-d'œuvre. Ça va favoriser qui? Ça va favoriser les femmes, encore une fois. Déjà, la guerre avait favorisé les femmes. Puis là, cette pénurie de main-d'œuvre-là qu'on a, qui s'accélère encore plus dans les années 20, bien, c'est ça qui va permettre aux femmes qui avaient commencé à travailler pendant la guerre, bien, ils vont pouvoir continuer à travailler dans les années 20. Okay. Okay. Donc, conséquences économiques. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'au Québec, notamment, il n'y avait pas d'organisme de santé, si vous voulez. On va créer, par exemple, pour la première fois, le fédéral va s'intéresser à la santé. Parce que, bon, vous connaissez la Constitution aussi bien que moi, là. Au Canada, tout ce qui touche à la santé, c'est de juridiction provinciale. Donc, le fédéral ne s'en occupait pas du tout. Mais là, à cause de la grippe espagnole, le fédéral va créer un ministère fédéral de la santé pour coordonner les efforts entre les provinces en cas justement d'épidémie ou de pandémie. Donc, c'est toutes des choses qui vont être entraînées par cette grippe-là. Maintenant, si on regarde dans l'Outaouais ici. Là, je vous dis tout de suite, pour l'Outaouais, je vais être honnête, là, parce que le respect de la propriété intellectuelle, là, ce que je vais vous donner sur l'Outaouais, je l'ai pris surtout chez Raymond Ouimet. Vous connaissez Raymond Ouimet, c'est un historien de la région, qui a fouillé ça là, en profondeur. Fait que ce que je vais vous donner sur l'Outaouais, je le prends de Raymond. Il faut y accorder le crédit qui y revient. Là. Ça vient de Raymond. Puis je connais Raymond, on peut se fier à ses... Parce que s'il y a quelqu'un qui travaille méticuleusement, c'est bien lui. Là. Fait que je me fie à lui. Je me fie à lui. OK? Donc, en Outaouais, le premier cas en Outaouais, ça va être à Hall, le 1er octobre 1918. Donc, début de la deuxième vague.
début de la deuxième vague. À Hall, 1er octobre 1918. Et ça, c'est le 1er octobre. Le 7 octobre, dans le droit, pour montrer, bon, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais on est habitué, bon, des rumeurs qui partent, puis de la fausse information, tout ça, je n'aimerais pas personne, mais OK, qui circulent. Donc, le premier cas, c'est le 1er octobre. On connaissait déjà l'épidémie parce qu'elle avait commencé ailleurs avant, là, OK? Ici, c'est le 1er octobre, mais le droit, le journal Le Droit, le 7 octobre. OK? Le 7 octobre, le docteur Aubry, qui était un des médecins les plus respectés de Hall, là. C'est la place Aubry à Hall, là, bon. Le docteur Aubry, c'était un des médecins les plus reconnus à Hall. Il a écrit une lettre dans Le Droit, OK? Et je vous le cite, là, encore là, je pense ça chez Raymond, là, mais il dit « La grippe n'a pas le caractère de gravité qu'on semble lui donner, si elle est bien traitée. » Ça, c'est un médecin qui dit ça, là, au mois d'octobre. Okay. C'est rien pour encourager les gens à faire attention, là. Okay. Pourtant, ça se répand très rapidement. Par exemple, ici, à Elmer, je ne sais pas comment il y avait d'habitants, là, si Micheline était là pour me le dire. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Elmer en 1918, là, mais c'était sûrement pas très, très nombreux, là. En octobre, toujours 1918, il y avait 500 cas à Elmer. 500 cas et 14 décès à Elmer. Toujours en octobre, il y a 700 cas. Donc, la journée que le médecin disait que ce n'était pas si grave que ça, là, la même journée, il y avait 700 cas à Hall. 700 cas à Hall. OK. Et c'est la même chose du côté d'Ottawa. Les chiffres du côté d'Ottawa sont comparables à ceux de Hall. OK. Puis, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de passages entre les deux. OK, bon. Le 19 octobre, finalement, c'est la Ville qui va prendre la décision, parce que comme dit, ça relève des municipalités. Le 11 octobre 1918, la Ville va ordonner la fermeture des écoles. Ordonner la fermeture des écoles. Okay. Et le 15 octobre, aussi, justement, je parlais de l'enterrement des morts, là, le 15 octobre, la Ville de Hall va ordonner l'enterrement des morts dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Et ça va être partout au Québec, là. Puis on peut comprendre. On ne comprend pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se propage très vite. La science ne connaît rien. La médecine ne connaît rien non plus. Fait qu'on se dit, bon, ben, on les enterre au plus vite. On les enterre au plus vite. Okay. Et les gens n'ont toujours pas d'explication, là. Ils ne peuvent pas se fier aux scientifiques pour avoir des explications, encore moins aux politiciens. Encore moins aux politiciens. À qui on se fie, c'est aux curés. Par exemple, dans le journal Le Droit, puis je répète, le journal Le Droit, ça appartient aux Oblats. C'est presque uniquement les Oblats qui écrivent dans le journal. Okay? Et c'est le journal francophone le plus lu dans la région, là, des deux côtés de la rivière. Okay? Donc, dans le date, là, c'est ça, le 15 octobre, c'est ça. Dans le journal Le Droit, les Oblats affirment ils disent simplement que c'est un châtiment de Dieu, que toute résistance est inutile, que c'est Dieu qui nous punit pour nos péchés. Fait que ça aussi, c'est un facteur. Parce qu'on le sait aussi, et ça c'est vrai pour n'importe quelle épidémie aussi, il y a le facteur physique, la maladie elle-même, mais comment les autorités agissent ou n'agissent pas aussi. Okay. Parce que souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Donc, ils ont besoin d'être informés, puis qu'on leur dise quoi faire, pour la plupart. Okay. Mais quand les autorités ont ces attitudes-là, puis, comme même dans les gens à la messe le dimanche, c'est ça qui se faisait dire. Okay? C'est ça qui se faisait dire. Puis, il n'y avait rien qui contredisait ça. OK? Okay. En passant, c'est l'Outaouais. L'Outaouais va être une des régions au Québec les plus touchées. Et ici aussi, c'est les jeunes de 20 à 40 ans qui sont surtout touchés. Okay? Puis qu'on pense seulement dans la région, parce qu'on a tendance à oublier ça aussi, c'est quoi la principale industrie à l'époque dans l'Outaouais? Le bois, les chantiers. Puis, je ne sais pas, vous savez ça, comment ça fonctionnait, la vie de chantier, là? C'est 200 hommes enfermés pendant 6 mois dans une cabane dans le bois, dans des conditions d'hygiène absolument abominables. Il y a des chantiers qui ont été complètement décimés, là. Il y a des chantiers qu'au printemps, il ne restait plus personne de vivant, là. OK. Fait que ça explique en partie pourquoi l'Outaouais, je ne dis pas que c'est la seule raison, là, mais ça explique en partie pourquoi l'Outaouais était une des régions les plus touchées. Juste dans la ville de Hall, il y a eu 200 morts. Je peux pas. Lynn, peut-être que c'est ça la population qu'il y avait à Hall à peu près à cette époque-là.
Mais en tout cas, juste à Hull, il y a eu 200 morts. Juste à Hull, il y a eu 200 morts. Et 37 des morts à Hull, toujours, là, avaient entre 20 et 40 ans. 37 des morts avaient entre 20 et 40 ans. Donc, comme je dis, cette épidémie-là, cette grippe espagnole-là, c'est l'épidémie qui a laissé le plus de traces dans l'histoire. Mais la grosse différence avec les épidémies qui vont suivre après, parce que comme je dis tantôt, il y en a eu d'autres, c'est la médiatisation. Ça fait toute la différence du monde. Ça a commencé avec celle de 1957. Bon, moi, je suis trop petit pour m'en souvenir, là. Mais ça a été, après la grippe espagnole, ça a été une des pires. OK? Ça a été une des pires. OK? On l'appelle la grippe asiatique parce qu'elle est venue de quelque part en Asie, de Chine probablement, là. Elle aussi transmise par des animaux, tout ça. Et elle aussi s'est répandue très rapidement à l'échelle de la planète. Okay? Et au moment où elle s'est répandue, beaucoup de gens, justement, ont fait le lien, parce que c'est la première grande épidémie après la grippe espagnole, en 1957. Beaucoup de gens ont fait le lien. C'est pas du tout la même chose, là. En fait, la grippe de 1957, ça se rapproche plus de ce qu'on appelle le H1N1 là, qu'on a eu en 2009. Ça se rapproche plus de ça. Mais là aussi. Et ça aussi, cette grippe-là a amené encore un plus grand renforcement. Premièrement, on était plus près. Toute l'idée de vaccination, par exemple, bon, c'était devenu dans les normes. Les organisations internationales, l'OMS existait à ce moment-là, en 1917, donc la communication, sauf que l'effet pervers de ça, OK? Puis ça, on le voit depuis cette épidémie-là de 1957, l'effet pervers de ça, c'est que trop d'informations, c'est comme passé. OK? Puis là, non plus, je ne vous donnerai pas d'exemple, mais vous le savez aussi bien que moi, là. C'est qu'à un moment donné, trop d'informations, ça devient complètement... Bon, ça peut avoir deux effets. Ça peut avoir un effet, bon, je dirais ça, de découragement, de dire, bon, bien, il n'y a rien à faire. Mais surtout, quand tu as beaucoup d'informations, bien, d'informations qui ne sont pas cohérentes, qui sont souvent contradictoires, ça crée un effet de dire, bon, bien, c'est pas grave, il n'y a rien. T'sais, ils ne s'entendent pas sur les causes, sur les traitements, etc. Donc, c'est... Comme je dis, trop d'informations, c'est comme passé. Et ça, c'est ce qu'on remarque depuis 1957. En 1968 aussi, ça va être grave. Puis moi, je me souviens de celle de 2009. Là. Je n'étais plus capable d'en entendre parler, là, la grippe H1N1. Là. Le monde capotait pour rien. Là. Okay? Oui, il y a eu des morts, oui, mais c'est pas la fin du monde. Là. Okay? Les gens capotaient bien raide. Là, okay? Là c'était comme trop. Là. La grippe espagnole, c'était comme passé. Celle de la H1N1, c'était comme trop, là. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est un phénomène nouveau. L'hypermédiatisation. Et on a l'impression, on a la fausse impression que les gens sont plus informés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes sûrement comme moi, vous entendez puis vous lisez les commentaires qu'on entend un peu partout, là. C'est assez décourageant, mettons. C'est assez décourageant, OK? Donc, c'est pour ça que c'est la gestion. Mais la grippe espagnole, c'est important parce que, comme je disais tantôt, c'est devenu un peu le point de référence de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Juste les mesures que je vous ai mentionnées tantôt qu'on a prises, ça n'a pas changé. Les épidémies, c'est encore ces mesures-là qu'on prend. Okay. Qu'on prend. Donc, c'est ça, dans le fond, la grippe espagnole, c'est ça l'effet que ça va avoir sur le Québec et sur le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est ça, les maisons où il y avait les cas où, effectivement, on demandait aux gens de mettre une affiche sur la porte pour que les gens ne rentrent pas. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi, c'est important, c'est qu'à l'époque, toujours en 1918, la majorité des Québécois vivent à la campagne. Faites juste imaginer si cette épidémie-là était arrivée dans une société, dans un Québec urbain comme il l'est aujourd'hui, ça aurait été catastrophique, là. Ça aurait été encore bien pire. Parce qu'en campagne, oui, il y avait des propagations, comme je vous dis, bien, c'est pas comparable. Bon, parce que, bon, vous le savez, les fermes sont isolées, tout ça. Donc, il peut y avoir plusieurs cas à l'intérieur d'une même famille, mais à partir du moment où on savait qu'il y avait des cas justement dans une famille, on n'y allait pas. On n'y allait pas. Donc, ça restait limité à la famille. Oui. Et je n'ai pas les chiffres, mais je sais que Hull était quand même la troisième plus grande ville au Québec. Oui. Oui, Hull était la troisième plus grande ville au Québec, tu as raison. Des gens qui arrivent, des industries. Oui, puis ça joue, tu sais, des fois, c'est intéressant de faire des liens. 1919, bon, on est dans pleine crise. 1919, c'est l'année aussi
la grève des allumettières, la création des premiers syndicats, il y a un lien entre ça. Parce que le premier, ce qui va donner le syndicat des allumettières, là, le moment où ils vont commencer à s'organiser, vous connaissez c'est qui les allumettières, je n'ai pas besoin de les présenter, là, mais ils vont commencer à s'organiser justement au début comme soutien aux familles. C'est les filles qui travaillent à l'usine des allumettes qui créent des associations pour venir en aide aux familles puis donner de l'information, tout ça. Fait que la grippe espagnole, d'une certaine façon, a joué un rôle là-dedans aussi. Et ce qui est important aussi, c'est que ça va, j'en ai parlé tantôt, là, ça va renforcer encore plus le pouvoir du clergé. Parce qu'à cause de la guerre, justement, même au Québec, le clergé avait perdu la place un peu. Mais le clergé va utiliser la grippe pour se donner plus de pouvoir. Je donne juste un exemple, encore une fois, dans ma famille, parce que c'est elle que je connais le mieux, mettons. OK? Je parlais de mon grand-père, toujours. C'était une assez grosse famille. Bien, pas grosse pour l'époque, mais quand même assez nombreuse dans sa famille. Et quand l'épidémie est arrivée, son père à lui, donc mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, là, mon arrière-grand-père était allé à l'église, puis avait fait le vœu que si personne mourait dans sa famille, il donnerait 2 de ses enfants à Dieu. OK? Il ne les a pas sacrifiés, les gars. Mais, puis effectivement, je vous disais tantôt, probablement grâce au gin, il n'y a personne qui est mort dans la famille. OK? Mais après la guerre, après l'épidémie, il y avait 2 filles, une de 14 ans, une de 15 ans. Mon arrière-grand-père est parti, il est allé les enfermer dans un couvent cloîtré à Baie-Saint-Paul. OK? À Baie-Saint-Paul, puis ils sont restés là toute leur vie. OK? C'est juste, ça n'a rien à voir avec la grippe, mais juste, moi. Ils sont sortis pour la première fois 50 ans après. Après 50 ans, là, on leur avait donné la permission de sortir. Puis je les ai vus, moi, à ce moment-là, parce que là j'étais né, là. Ils ont fait le tour, tu sais, C'était assez pathétique, là. Ils avaient peur. Ils avaient peur. La télévision, ils n'avaient jamais vu ça. Okay? Puis, tu sais, les autos qui partent, tout ça, là, ils paniquaient, ils ont demandé à retourner là-bas. Mais ils ont été enfermés là à cause de la grippe espagnole. À cause de la grippe espagnole. Bien, je comprends. OK. Mais il y a aussi eu les pestes scarlatines dans les années 40. Oh, oui, il y a eu d'autres épidémies. Là, je parlais juste des épidémies de grippe. Là. Mais oui, effectivement, il y en a eu d'autres. Je parlais de la tuberculose tantôt. La tuberculose, c'est la maladie qui a fait le plus de morts au Québec au 20e siècle. Là. Comme je disais tantôt, on ne construisait pas d'hôpitaux, on construisait des sanatoriums. Mais comme je disais tantôt, il est possible, encore là, j'emploie le conditionnel, mais selon plusieurs scientifiques, c'est fort possible que l'épidémie, entre guillemets, de tuberculose soit une des séquelles de la grippe espagnole de 1918. Et là, je dis tout ça au conditionnel parce que, je le répète, je ne suis pas médecin. OK? Mais il y a des études qui tendent à aller vers ça. Là. Oui, ça, c'est la maladie qui existe depuis toujours. Là. Mais ça va amener une des choses, par exemple, que ça va amener indirectement, à plus long terme, c'est justement la propagation des vaccins. OK? Parce que, bon, pour la grippe espagnole, il n'y avait pas de vaccin, c'est sûr, là, mais justement, ça va amener les scientifiques à s'intéresser au virus de la grippe. Et c'est là qu'on va, dans les années, pas à ce moment-là, mais plus tard, on va développer la vaccination contre la grippe et contre d'autres maladies aussi, la rougeole, etc. Là. On va développer la vaccination et ça va faire que la vaccination va finir par être acceptable. Ça va répandre la vaccination. Bon, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui sont contre, là, on ne partira pas là-dessus. En parlant d'opposition, je dis tantôt, le port du masque qu'on avait rendu obligatoire, là, bien, il y a eu des ligues anti-masques qui se sont formées à ce moment-là. Okay? Des ligues anti-masques qui se sont formées à ce moment-là. Puis il y en a une qui a gagné, parce que c'était local, c'est des villes. Puis en janvier 1919, la Ligue anti-masques de San Francisco s'est rendue jusqu'en Cour suprême et ils ont gagné. Faire abolir l'obligation de porter un masque. OK? Global, peut-être, parce qu'au début, vous avez parlé des pandémies qu'il y a eu dans l'histoire. Ouais. Mais est-ce que ça a comme un rôle à jouer, finalement? Parce que sinon, il y aurait bien trop de monde sur la planète. Puis je ne sais pas que je souhaite que les gens meurent, c'est pas ça. Mais il y aurait des conséquences s'il n'y avait jamais eu de source de maladie qui aurait éradiqué une grande partie de la population. Bien, Y a-t-il des études qui ont été faites là-dessus, l'impact des pandémies sur la population? bien, c'est sûr que ça l'a, sans que ça soit voulu, là,
Mais ça a un effet régulateur sur la population, un peu comme les feux de forêt. Tu sais, les feux de forêt, là, c'est nécessaire. Pas des feux allumés par l'homme, là, mais naturellement, les feux de forêt, c'est comme ça que la forêt se régénère. On peut peut-être appliquer ce raisonnement-là pour les pandémies. Sauf que tout dépend aussi. C'est que, si je prends l'exemple, par exemple, de l'Amérique, je disais tantôt que 90 des populations d'Amérique ont été exterminées. Là, c'est une extermination volontaire. C'est pas la nature, là. Les Européens ont utilisé, en connaissance de cause, distribué des tissus infestés par la variole, en sachant très bien ce que ça donnerait. Là, on parle de génocide à ce moment-là. Okay? D'ailleurs, on a connu ça au Québec, au Canada aussi. Amherst, général Amherst, le premier gouverneur anglais du Québec, il avait donné l'ordre à ses officiers de distribuer des couvertures infestées par la variole aux Amérindiens. Oui, puis on a donné son nom à une rue, là. En tout cas. OK. Non, mais ce que vous dites, dans le fond, c'est une réflexion presque plus philosophique qui sait. Mais c'est un argument qui tient. C'est un argument. Votre argument tient. Votre argument tient. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'arguments qui avait une théorie que c'est un mécanisme de défense pour prendre soin de l'être qui est plus destructeur sur la planète, l'être humain. On peut le voir comme ça aussi. On peut le voir comme ça aussi. D'ailleurs, là, je parle, on est tous d'origine européenne ici, là, si je ne me trompe pas. OK? Si on est là, c'est parce que nos ancêtres sont parmi les rares qui ne sont pas morts de la peste en 1347. Ça a été prouvé. Tous les Blancs occidentaux d'aujourd'hui qui sont originaires d'Europe, là, ont un gène qui leur vient de la Grande Peste de 1347. Parce que nous, on a survécu. Bien, pas nous, mais nos ancêtres ont survécu. Là. Donc, ça a éliminé toute une partie de la population. Et la partie de la population qui a survécu, c'est nous autres. C'est nous autres aussi. Donc, il y a toutes sortes de façons. Et comme je dis, je ne suis pas un scientifique. Là. Je suis historien, philosophe des fois, mais pas médecin. Là. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de voir ça. Mais dans le cas de la peste, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Donc, autrement dit, on est plus fort que nos ancêtres de cette époque-là parce qu'on a survécu à cette peste-là. Oui? J'avais une autre question. Vous avez dit tantôt aussi que les gens ne mourraient pas de la grippe espagnole. Bien, ça veut dire pas directement. Ils meurent de la pneumonie provoquée par la grippe. Et que ça revient à la même chose. Hein? Ben oui, dans les faits, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour faire une comparaison avec la grippe habituelle, si on veut, là. OK? Dans le cas de la grippe espagnole, c'est l'inflammation des poumons causée par ce virus-là. Puis ça explique d'ailleurs pourquoi c'est les plus jeunes qui mourraient. Encore là, c'est que je me fie aux scientifiques, là. C'est que les plus jeunes ont un système immunitaire beaucoup plus fort et la grippe espagnole provoquait une réaction trop forte de leur système immunitaire et c'est ça qui causait une inflammation des poumons et c'est de ça qu'ils mouraient. C'est de ça qu'ils mourent. Ceux qui sont morts de la grippe espagnole sont tous morts de pneumonie. Bien, il faut vous dire tous. Là. Mais en tout cas, les plus jeunes, la catégorie où il y a eu le plus de morts, là, les 20-40 ans. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des plus âgés qui sont morts aussi, qu'il y a eu des plus jeunes. Mais c'est la partie de la population qui, normalement, est la plus en forme, c'est-à-dire 20-40 ans, c'est elle qui a été le plus touchée. C'est elle qui a été le plus touchée. Mais encore là, comme je dis, je ne suis pas médecin, je me fie juste aux recherches que j'ai lues. OK? Oui. Oui. La proximité avec les animaux semble être Ça, c'est une constante. Ça, par exemple, c'est prouvé depuis longtemps. Là. Toutes les grippes, sans exception, là, toutes les épidémies de grippe, je ne parle pas de la petite grippe habituelle, là, mais qu'il n'y en a plus bien, mais toutes les épidémies de grippe, là, la grippe espagnole, 1957, 1968, 2009, toutes, sans exception, sont nées du rapport entre les animaux et l'homme, et l'être humain. Ça, c'est prouvé, là. Ça, c'est prouvé. OK? Pourquoi? Parce que, et là, je vais juste terminer là-dessus, là, c'est que ça cause justement de la destruction des habitats naturels. OK? De la nature, autrement dit. Donc, les forêts disparaissent à vue d'œil, là. OK? Et ça crée une proximité de plus en plus grande entre des animaux sauvages qui, auparavant, n'avaient aucun rapport, aucun lien avec les habitats humains. Mais là, à cause de la destruction de leurs habitats naturels, bien là, ils rentrent en contact, soit directement avec l'homme ou soit avec les animaux d'élevage.
C'est pour ça que toutes les épidémies, depuis la grippe espagnole, ont été causées soit par des poulets ou des canards ou des porcs. C'est pour ça qu'on parle maintenant de grippe aviaire ou de grippe porcine. Okay? Celle de 2009, c'est une grippe porcine. Les autres avant, c'est des grippes aviaires. Grippe aviaire. Et ça, selon tous les scientifiques, c'est quelque chose qui va aller en augmentant. Il va y avoir de plus en plus de pandémies comme ça et dans un délai de plus en plus rapproché. Autrement dit, l'écart entre chaque va en se rapprochant. Puis si on regarde le 20e siècle, effectivement, depuis 1918, il y en a eu plusieurs, mais l'écart entre chaque diminue tout le temps. Et ça fait au moins 20 ans que, moi, je lis beaucoup, là, puis je me tiens au courant, ça fait au moins 20 ans, sinon plus, que, à peu près, de façon presque unanime, tous les scientifiques de la planète lancent des cris d'alarme, okay, pour annoncer ça, okay, pour dire qu'il faut prendre des mesures. Et c'est comme le reste, personne n'écoute. Personne n'écoute. OK? Donc, la grippe espagnole, ça a été comme la première de ça, dans le fond. Mais effectivement, ça s'est prouvé. Et il va en avoir de plus en plus. Avec la destruction des habitats naturels là, qui se développent à vitesse grand V, là, il va en avoir de plus en plus. Puis pas juste la grippe en passant. On n'en parle pas beaucoup ici parce que personne qui a été atteint. Là. Jusqu'ici, c'est localisé en Afrique de l'Ouest. Mais Ebola, qui est le pire, jusqu'à date, là, le pire qu'on peut avoir, c'est absolument horrible, là, OK? C'est localisé en Afrique de l'Ouest, mais celle-là, c'est prouvé aussi, ça vient des chauves-souris. Une variété de chauves-souris qui, jusque-là, n'avait pas de rapport, aucun rapport avec l'être humain, à cause de la déforestation. Ils sont entrés en contact avec des animaux d'élevage qui, eux, les ont transmis à l'être humain. Donc, il faut s'attendre à en avoir de plus en plus des cas comme ça. Je ne veux pas jouer au prophète et faire peur au monde, là, mais c'est une réalité qui est annoncée par la science depuis très longtemps. Fait qu'on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Là. Okay. C'est annoncé par la science depuis longtemps. Mais à condition d'écouter les scientifiques. Un petit peu. Pas obligé de croire tout ce qu'ils disent, là, mais je pense que dans des domaines comme ça, ils en connaissent pas mal plus que moi, que certaines autres personnes que je n'aimerais pas. OK? Ça va? Merci.